Bonjour, donc vous êtes présidente du syndicat national des entrepreneurs des travaux immergés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre syndicat, la mission de votre syndicat? Oui, alors moi je suis, avant tout je suis une dirigeante en fait d'entreprise, donc je dirige une société qui s'appelle TechSub de travaux immergés et depuis un an j'ai pris la présidence du syndicat qui représente l'ensemble des sociétés de travaux immergés qui est un syndicat de spécialité de la Fédération nationale des travaux publics. Donc les travaux immergés c'est tous les travaux qui se font sous l'eau en fait, les travaux sous-marins, les travaux subaquatiques, il y a plusieurs dénominations, donc voilà ce qu'est le syndicat. C'est un syndicat qui existait auparavant, avant votre arrivée Oui, c'est un syndicat professionnel qui existe depuis les années 80 et dont la mission est essentiellement de définir avec le ministère du Travail, avec les représentants des salariés, la réglementation relative aux conditions de travail, donc en particulier relative à la sécurité, parce que ce sont des travaux dangereux. Ce sont des travaux qui sont soumis à des exigences et à une réglementation très particulière, des suivis médicaux, des formations. Et donc on essaye de structurer effectivement cette filière dans une optique surtout de réduction des risques. C'est quand même beaucoup. Le premier objectif, c'est de ne pas avoir de morts, de blessés sur les chantiers. Alors vous êtes basé, je crois, à Cherbourg. Alors est-ce que vous travaillez à l'échelle locale ou est-ce que vous travaillez, vous représentez en fait tous les acteurs de la filière à l'échelle nationale? Alors, effectivement, avec ma casquette de présidente de syndicat, je représente toutes les sociétés françaises qui sont adhérentes. Donc c'est plutôt au niveau national, mais avec un niveau international qui est qu'on représente la France sur des instances internationales qui visent à harmoniser en fait les réglementations et les exigences entre les différents pays qui ont à peu près les mêmes niveaux de sécurité. Donc la plupart des pays occidentaux essaient d'harmoniser leur réglementation pour aussi avoir des équivalences réciproques. Donc on a ce côté international et c'est vrai que c'est une profession qui, depuis les années 70, est très internationalisée. On a les scaphandriers français, avec notamment au départ la Comex, étaient depuis très longtemps sur les marchés offshore et donc c'est logiquement aussi aujourd'hui qu'ils sont présents sur les marchés énergie marine. Et donc vous travaillez en fait principalement beaucoup avec les territoires et de quelle façon? Alors, on va avoir, nous, un gros travail, surtout au niveau du gouvernemental, au niveau ministériel. Donc, on a surtout ce travail de négociation de la réglementation. Et une fois que les grandes lignes ont été définies à ce niveau national, le fait est qu'il faut qu'on décline aussi la communication, l'information auprès des différents acteurs du territoire, qui soient les collectivités, qui soient les industriels, les entreprises qui sont susceptibles de sous-traiter, de faire appel à des scaphandriers, les entreprises de travaux hyperbares elles-mêmes qui vont devoir se mettre à jour en termes de réglementation et pour lesquelles ça ne va pas forcément être facile, donc on doit les accompagner. Et tout ce qui est organisme de prévention, que ce soit inspection du travail, OPP-BTP, tous ceux qui sont là pour protéger les salariés. Donc ça fait effectivement une mission assez diversifiée. Et est-ce que vous intégrez également toute la partie impacts environnementaux? Alors oui, il y a une question, la question des impacts environnementaux, c'est une question qui est récurrente maintenant sur les appels d'offres publics et heureusement. Donc il y a des travaux qui se font sur l'évaluation, l'analyse de l'impact environnemental de nos opérations, le choix des techniques et des produits les moins polluants possibles, voire pas polluants du tout, et la gestion des déchets par exemple, qui fait partie des critères sur lesquels on travaille, mais aussi en relation avec d'autres syndicats de spécialité. Puisqu'on est un acteur dans un acte de construction, on n'est pas tout seul, donc on essaie d'harmoniser aussi nos pratiques, pratiques environnementales, pratiques RSE avec l'ensemble de la filière des travaux publics. Ça passe aussi par de la formation, par comment vous accompagnez? Alors oui, ça passe par de la formation, de la sensibilisation. C'est aussi des décisions qui sont prises avec les représentants salariés. Notamment, il y a une déclaration croissance verte qui vient d'être signée entre les représentants salariés et employeurs. Parce que les énergies marines sont un moteur de croissance, mais c'est aussi un élément d'amélioration de l'environnement en France. Donc on est... Est-ce que vous sentez que
c'est quelque chose de nouveau, quelque chose en fait, un aspect auquel les salariés n'étaient jusqu'alors un peu sensibilisés? Est-ce que vous Non, au contraire, quand vous décidez de devenir scaphandrier, c'est qu'au départ vous êtes un plongeur, c'est souvent que vous êtes un amoureux de la mer, un passionné de la nature, et on est les premiers à avoir déploré la dégradation de notre environnement. Donc c'est vrai à observer effectivement la diminution de la biodiversité, l'eutrophisation, qu'elle soit marine ou des eaux intérieures, et donc je pense on est sensibilisés tous, c'est dans notre ADN le fait de protéger l'environnement. Donc aujourd'hui on est content aussi que la protection de l'environnement et le développement des énergies renouvelables marines soit un vecteur de croissance. Au niveau des scaphandriers, vous sentez quand même justement une évolution dans cette sensibilité des pratiques et des façons de Oui, travailler? on est heureux de voir que les maîtres d'ouvrage, les collectivités, les grosses sociétés, aujourd'hui intègrent ça dans leur process. Au niveau des scaphandriers, je pense qu'il y avait déjà cette culture de la protection de l'environnement marin qui était déjà très présente. Comment votre syndicat va être amené peut-être à évoluer au regard du contexte de l'évolution aussi de la filière des EMR? Alors c'est vrai que la particularité de ces projets de filière EMR, c'est qu'ils vont faire appel à des équipes extrêmement diversifiées en termes de nationalité. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, on évolue dans une réglementation droit du travail française avec des exigences qui sont françaises et qui sont particulières, et chaque pays européen a d'ailleurs ses particularités, c'est un peu des métiers réglementés. La question de savoir comment les opérations de travaux immergés vont se réaliser sur les marchés EMR, c'est comment on va concilier les exigences de la réglementation française avec l'arrivée d'un certain nombre d'opérateurs, d'acteurs, de techniciens, de sociétés de toute l'Europe, voire du monde entier. Donc ça, c'est une préoccupation parce qu'effectivement, il y a différents standards et on va essayer de travailler à harmoniser ces différents standards. Ça veut dire que les standards français sont plus élevés que les standards internationaux? Pas forcément. En fait, actuellement, les standards français ne sont pas plus élevés que les standards IMCA internationaux. Ils sont plutôt en dessous, mais en même temps, on ne parle pas du même type d'opération. Les travaux immergés en France, au domaine ce qu'on appelle inshore, ne représentent pas les mêmes risques que des opérations qui se déroulent en mer. Donc l'IMCA va définir effectivement les standards par rapport aux opérations maritimes. Donc ce n'est pas tout à fait le même genre d'opération. Cela dit, nous on a ressenti quand même le besoin de structurer davantage et de mettre des nouvelles exigences à la réglementation française qui effectivement s'était laissée un petit peu distancer par ces standards internationaux. Alors, on ne va pas forcément se rejoindre, mais quand même on a travaillé sur le fait de définir notamment une certification d'entreprise qui va pouvoir démontrer aux maîtres d'ouvrage, aux donneurs d'ordre, aux éventuelles sociétés qui vont faire appel à des sociétés locales de travaux sous-marins. Il suffira qu'elles choisissent une société certifiée pour s'assurer que cette société est au carré en termes de respect de la réglementation. Que les personnes sont correctement formées, personnes sont correctement suivies médicalement, ce sera beaucoup plus simple pour eux de faire leur choix. Et donc ça évitera effectivement qu'il y ait un peu tout et n'importe quoi sur des métiers qui sont quand même à fort risque. Et avec j'imagine une évolution aussi dans le type de formation qui doivent être remises à jour peut-être assez régulièrement. Oui, effectivement, il y a une nouveauté qui est que la formation, elle va devoir être recyclée tous les 5 ans. Donc il va y avoir vraiment cette exigence de repasser une formation de recyclage à 5 ans, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une revalidation à 10 ans, c'est-à-dire qu'il suffit de démontrer qu'on a plongé pour pouvoir être validé. Aujourd'hui, il va falloir repasser un examen. Donc ce n'est pas la même chose. On a aussi une nouvelle formation qui va compléter la formation de sécurité, c'est une formation à la technique. C'est-à-dire que les personnes qui auront le diplôme français auront aussi des bases de formation technique en soudure, en bétonnage, en inspection, en déplacement de charges sous l'eau. Et donc ça, on jugeait que c'était important aussi de doter les scaphandriers français d'une formation de base technique plus poussée. Et plus polyvalente. Exactement.